السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام، وأهلا بكم وسهلا في برنامجكم الأسبوعي بين قوسين. مستمعي الكرام، إذن اليوم نتناول برنامجنا هذا باللغة الفرنسية، وهو يدور حول مسألة تقييم مسألة الممارسة الديمقراطية في موريتانيا إلى أين وصلت في هذه المأمورية الرئاسية المنصرمة. هذا بالإضافة بالتأكيد إلى موضوع ما يسمى بأزمة الانتخابات ومدى مصداقية هذه الانتخابات من منظور الساسة والرأي العام بالتأكيد. إذن أثناء هذه الحلقة سأحاول استقبال أيضا مكالماتكم إما باللغة الفرنسية أم باللغة العربية وترجمتها إلى ضيفي الكريم. ضيفي الكريم في هذه الحلقة هو الدكتور جاو عبد الله، وهو دكتور في القانون العام وأستاذ في جامعة نواكشوط. هو أيضا مكلف بمهمة لحزب إعادة تأسيس الجمهورية، وبذلك أي حركة إعادة التأسيس، وهو إذن مكلف بمهمة لدى رئيس هذا الحزب، وكما قلت أستاذ في جامعة نواكشوط وحامل دكتوراه في القانون العام، بالإضافة إلى تخصصه في العديد من المجالات الأخرى المختلفة. إذن شخصية أساسية ومهمة ورئيسية بمقدورها إثراء هذا الموضوع وإفادة جميع المستمعين. إذن كما قلت الحلقة ستكون باللغة الفرنسية، ونحن على أتم الاستعداد لترجمة كل المداخلات بأي من اللغات المألوفة والمستخدمة على أثير إذاعتكم المستقلة من واكشوط. Donc, très chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la radio Koubeni émettant de Nouakchott. Notre sujet aujourd'hui, émettant de Nouakchott bien sûr dans le cadre de notre émission hebdomadaire Beina Qawsayn. Notre sujet aujourd'hui consiste en l'évaluation de la pratique démocratique dans notre pays et l'importance des efforts déployés pour lever les défis de cette démocratie. Ceci est en plus, bien sûr, de ce qu'on appelle la crise des élections. La crise des élections et la crédibilité de ces dernières du point de vue de l'opinion publique d'un côté et des politiciens étant experts d'un autre côté. Donc cette évaluation de la pratique démocratique, c'est au courant bien sûr de l'actuel mandat en expiration qui est le mandat du président Mohamed Ould Abdelaziz. Et donc nous allons entendre tout à l'heure le point de vue à la fois du docteur, de notre invité sur le plateau, docteur Jaou Abdullah, docteur en droit public, professeur à l'université de Nouakchott, chargé de mission auprès du président du MPR, Mouvement pour la refondation. Donc c'est la personnalité idéale pour éclaircir, nous donner des éclaircissements à propos de ces sujets, afin d'en profiter d'une meilleure connaissance et afin d'accompagner réellement le train de cette crise qui oppose certainement le système à l'opposition. Donc, bienvenue, docteur, sur le plateau de la radio Koubeni émettant de Nouakchott. Merci. En première question, je voulais savoir, et en conclusion, réel, votre constat à propos de la situation politique actuelle que nous vivions actuellement. Merci. Avant tout, je souhaite remercier Radio Koubeni de pouvoir s'inscrire dans une dynamique d'information objective, tout au moins réelle, en faisant appel aux acteurs concernés pour d'abord donner leur point de vue et également éclaircir le contexte politique. Ce n'est pas simple quand on sait qu'il y a encore quelques années, la liberté d'expression était confisquée dans ce pays. Et il y a eu une ouverture, vous avez bénéficié d'une radio, et je pense que vous êtes en train de prouver
qu'on peut avoir une radio, avoir une autonomie, avoir une indépendance éditoriale. C'est dans ce cadre que vous invitez régulièrement des hommes politiques, des acteurs, pour exprimer leur point de vue. Personnellement, c'est la deuxième ou la troisième fois que je suis invité chez vous et je vous en remercie beaucoup. Et nous vous en remercions également. J'espère et je souhaite que vous persisterez dans cette ligne éditoriale qui est simplement une ligne d'information. Et puisque nous sommes en démocratie, il est important que chaque opinion puisse être exprimée avec intelligence, avec logique, mais qui puisse être exprimée. Et c'est ça qui rythme la démocratie dans un pays, et c'est ça qui fait que les esprits vont évoluer, et c'est ça qui fera qu'aussi nous serons en phase avec le monde avec lequel nous évoluons. Donc nous remercions nous aussi, encore une fois de plus, et nous estimons qu'effectivement des antennes de la radio Koubéni, c'est des antennes à la disposition de tous les Mauritaniens. Nous souhaitons qu'ils contribuent dans le cadre des renforcements de notre unité nationale, que nous servons comme exemple de l'égalité au sein du peuple mauritanien, que nous arrivions à évoluer la mentalité mauritanienne au stade d'une pratique démocratie réelle, dans lequel, basée sur la justice bien sûr et l'égalité dans ce pays. À présent, comme je vous ai demandé, je reprends ma question, je voulais savoir ou que vous donnez votre point de vue à nos auditeurs à propos de votre constat en général de la situation politique avant de rentrer dans les détails. Merci. Alors, le premier constat qu'on peut faire à l'état actuel, c'est une situation de bipolarisation de la scène politique. Nous avons un pouvoir qui suit son agenda, qui veut organiser ses élections, et nous avons une opposition qui demande un dialogue, qui demande un consensus, et qui n'a pas obtenu ce consensus. Alors, on a donc deux tendances. Il y a ceux qui aujourd'hui préparent les élections, et il y a ceux qui veulent qu'on reporte les élections. Il reste maintenant à savoir pour quelles raisons on veut absolument faire des élections maintenant et tout de suite, et pour quelles raisons l'autre tendance, en l'occurrence l'opposition, à laquelle j'appartiens, tient absolument à ce que ces élections soient reportées. Et je pense que c'est important pour l'opinion de comprendre pourquoi aujourd'hui il est indispensable pour la stabilité politique du pays que ces élections soient reportées, non pas pour qu'elles soient reportées pour la forme, mais qu'avant qu'elles n'aient lieu, il y a un processus de dialogue qui doit être engagé au sein de la classe politique pour créer un consensus national qui nous permettra de sortir de la crise qui est née du coup d'État de 2009 et qui s'est perpétuée à nos jours, parce que jusqu'à présent, nous sommes dans une sorte de bipolarisation. Dans une démocratie, il est normal qu'il y ait une majorité et une opposition, mais il doit y avoir un consensus sur l'essentiel. Par exemple, dans le cadre de l'organisation des élections, l'ensemble des acteurs politiques doivent convenir, doivent discuter et s'entendre sur le processus, c'est-à-dire comment chacun peut participer à ces élections et faire valoir ses chances. Parce que le problème, il est là. Quand on est candidat à quelque chose, on aspire à avoir quelque chose. Les règles du jeu doivent être définies ensemble. Les juges, entre guillemets, ceux qui valident, en l'occurrence la CENI et le Conseil constitutionnel, doivent être des institutions qui ont la confiance de l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des partisans, qui soient à la fois des partisans et des juges. Donc vous voyez, le fait pour l'opposition de boycotter ces élections, d'abord en novembre dernier, mais également maintenant, c'est que les conditions minimales d'une élection consensuelle, transparente, ne sont pas remplies. Et dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, on sera toujours dans une bipolarisation qui ne permet pas l'évolution politique de ce pays-là. Mais puisque nous sommes dans un débat politique, je pense qu'il faut remonter à l'origine des choses. Nous sommes rentrés dans le processus électoral à partir de 1991. Oui. C'était quoi? C'était avant ça, c'était un régime militaire.
il n'y avait pas de constitution, il n'y avait pas de parlement, il n'y avait pas de Sénat, il n'y avait... C'était un régime exceptionnel. C'était un régime exceptionnel où le pouvoir, le peuple n'était pas représenté, où la souveraineté du peuple était confisquée. Les militaires ont souhaité changer de fusil d'épaule, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que le contexte international l'imposait. Vous vous rappelez du discours de la Baule. Vous vous rappelez de la contestation de ce système-là. Toujours est-il que les pouvoirs publics de l'époque ont souhaité inscrire la Mauritanie dans une dynamique démocratique, ce qui avait été salué par tout le monde. Il y a eu la création des partis politiques, il y a eu, encore en ce moment, c'était balbutiant, parce que combien de leaders politiques ont séjourné en prison entre 91, 92, 93. Bon, mais il y avait là, effectivement... Il y avait une expérience qui s'évolue au fur et à mesure après. Oui, disons-le comme ça, bon, pour un peu aplanir. L'objectif pour moi, ce n'est pas de charger, mais c'est de décrire un peu comment nous en sommes arrivés là. Alors, au début, il y a eu une ouverture politique, ou en tout cas, ça a été annoncé. Les partis politiques ont été autorisés, mais dans les faits, il y avait un parti qui était un parti État, et qui avait infiltré l'ensemble des institutions de la République. Alors, je vais quand même expliquer, si vous permettez. Vous ne pouvez pas l'appeler, par exemple, le parti majoritaire, par exemple. Non. Je vais vous dire pourquoi c'est un parti État. Pour mieux définir, quoi, parce que vous avez dit parti État. Bon, dans le processus, on en parle des partis majoritaires et minoritaires, à peu près. C'est ça, quand même. Il ne peut y avoir de minorité et de majorité, c'est quand il y a deux pôles qui se font face, voilà, et qui compétissent de façon loyale, et que l'un remporte sur les autres. Et là, il y a une majorité qui s'est dégagée, et il y a une minorité qui reste en opposition. Ici, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'autres partis qui soient dans les mêmes conditions que le parti État, et qui soient en mesure d'imprimer un changement. Et je reviendrai sur ce terme de parti-État, parce que c'est là où on comprend que nous ne sommes pas en démocratie. Le rôle d'un parti politique, quel qu'il soit, c'est de participer à la vie démocratique, c'est de participer à une prise de conscience nationale, c'est d'accompagner un gouvernement à réaliser ses objectifs. Donc, c'est une structure en dehors de l'État. C'est une organisation en dehors de l'État et qui n'a rien à voir avec les institutions de l'État, telles que le Parlement, telles que le Sénat, telles que les institutions de la République. Le simple fait d'appartenir à un parti d'opposition suffit pour exclure n'importe quel fonctionnaire, n'importe quel citoyen d'une fonction publique de l'État. Si, par exemple, vous êtes compétent en matière d'environnement, mais que vous n'êtes pas dans le parti État, vous avez perdu votre citoyenneté, vous avez perdu votre droit d'être dans la haute administration. C'est-à-dire qu'il y a une confusion. En quelque sorte, quelque chose comme une pratique d'influence dans le parti, dans le cadre d'un système exécutif. C'est un dévouement de la démocratie. Okay. Bon, être d'un parti ne signifie pas ne pas être citoyen. Et un citoyen doit être à la place qui lui revient en fonction de ses compétences, en fonction de ses aptitudes, et non pas en fonction de ses affinités politiques. Voilà. Donc il y a une infiltration de l'État par un parti. Et tant que nous sommes dans ce système-là, on ne peut pas exercer une démocratie véritable. Au jour d'aujourd'hui, nous savons très bien que les membres de l'opposition, quelle que soit leur capacité, quelles que soient leurs compétences, sont exclus des fonctions de l'État. C'est ce qui explique d'ailleurs, et c'est ça le danger, c'est que tout le monde accourt vers le soutien du pouvoir, on devient laudateur, on n'est plus à la recherche des compétences, on n'est plus à la recherche de l'intégrité, n'est-ce pas? On est à la recherche des gens qui sont des laudateurs, des gens qui sont là pour applaudir, des gens qui sont là sans aucune compétence. La seule règle qui vaille, c'est celle d'être un bon laudateur. C'est-à-dire que pour cette expérience, elle date depuis à peu près quelque chose comme 24 ans, c'est ça?
Oui, bon, notre démocratie n'est pas très vieille. Ma question est très simple. Ce n'est pas, elle est loin d'être vieille. C'est une jeune expérience encore, comme l'on dit. Mais vous ne voyez pas que 24 années d'expérience démocratique n'étaient-elles pas susceptibles, en quelque sorte, de creuser réellement le discours de la population, de l'opposition, au sein des citoyens, pour qu'il y ait des alliés à cette opposition qui peuvent soutenir les problèmes nationaux posés, qui peuvent manifester, qui peuvent dire non, qui peuvent affronter comme tous les autres États du monde. Où en est la démocratie, le discours de la démocratie au sein de la société? Où sont les opposants au sein de ce peuple qui peuvent dire non, qui peuvent changer une décision? Oui. Où sont-ils? Alors, sinon, le discours de l'État et du parti au pouvoir sont les seuls maîtres de la situation, c'est-à-dire que le discours de l'opposition n'a aucune place au sein de la société. Alors, très bien. Ouais. Alors, je ne sais pas si votre remarque s'adresse simplement à l'opposition ou à la classe politique en général. Je parle, là, on parle de deux pôles, comme Voilà. on a débuté. Puisque vous nous avez sommes- parlé d'un parti-État, donc moi je parle de l'État et de l'opposition, de deux pôles. Voilà. J'essaie simplement Pour moi, c'est deux d'expliquer. discours. Il y a un État qui dit qu'il a fait et qui a le soutien de la population, mais une opposition qui soulève des problèmes réels et malheureusement, jusqu'à présent, il n'arrive pas à évoluer le niveau de moralité des citoyens Tout à fait. depuis 24 ans. Tout à fait. Oui. Alors, et là, justement, vous me mettez le doigt là où ça pose problème. Oui. Parce qu'une démocratie, la démocratie, c'est quelque chose de très lourd. Pour porter la démocratie, nos institutions ont besoin des institutions très fortes. Et pour qu'elles soient fortes, il faut qu'elles soient autonomes, indépendantes les unes des autres. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs, c'est ça qui fait le fonctionnement d'un État. Et le fonctionnement d'un État est différent du fonctionnement d'un parti politique, même si ce parti soutient le pouvoir actuel. Le problème chez nous, en termes de démocratie, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre le parti et l'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un parti, le parti au pouvoir, soutient le chef de l'État, parce qu'en réalité, il ne soutient que le chef de l'État. Indépendamment de ça, le parti au pouvoir n'a aucune valeur, n'a aucune activité, sinon que de soutenir le seul programme, c'est de soutenir le chef de l'État. Et ça ne doit pas être le problème d'un parti politique. L'action de l'État est une chose, le soutien qu'un parti peut amener à un pouvoir exécutif doit être autre chose. Si on n'arrive pas à différencier les deux, et naturellement, la démocratie qu'on veut imposer devient une démocratie biaisée. Je vais vous donner quelques exemples. En 91, le mouvement, l'opposition à Taya était quand même très forte. Il y a eu des élections. Elles n'ont jamais été transparentes. On se souvient encore que le score obtenu par Ahmed Dada à l'époque et le score obtenu par Taya à l'époque était sans commune mesure. C'est-à-dire que la victoire d'Ahmed Dada était sans contestation. Mais le pouvoir en place a usé de tous les moyens, y compris par les moyens de la contrainte, pour s'emparer de cette victoire et empêcher la démocratie de fonctionner normalement. Cela se traduit par quoi? Cela se traduit par un parlement pratiquement monocolore. L'ensemble des députés de la nation sont dans un seul parti. À quelques exceptions près, je crois que la première chambre, le Parlement, dans sa première législature, avait quelques députés de l'opposition, peut-être 2 ou 3. Hein? Mais comment pouvez-vous imaginer que dans une chambre de 95-96 députés, qu'il n'y en ait que 2 ou 3 qui sont de l'opposition? Comment une opposition aussi laminée, aussi minorée, peut-il exprimer un point de vue, sinon à travers la rue ou à travers les meetings? Donc la difficulté. Ma question ici était un peu très claire. Vous avez fait des éclaircissements extrêmement importants.
Et vous avez parlé de ce que vous aviez appelé en quelque sorte bipolarisation. Vous avez parlé de ce parti-État qui prend toutes les choses en main, à la fois le gouvernement, à la fois... Enfin, toutes les ressources, il les a en main, il fait ce que bon lui semble. Tu ne peux pas différencier entre le système ni le parti au pouvoir. Voilà. Donc on ne sait plus, on ne peut pas différencier. Mais le problème que moi j'ai posé ici, vous avez parlé bien sûr de l'indépendance des institutions. Ça, c'est un principe démocratique obligatoire. Il y a une institution indépendante législative, judiciaire, exécutive. Mais nous, on a remarqué que pendant 24 ans, il n'y a pas eu d'évolution dans cette situation, dans cet équilibre-là. Mais oui, il n'y a pas eu aucune évolution, parce que vous avez parlé du début de cette expérience avec Taïe, après le régime militaire. Bon, c'est une exigence, vous avez dit, de l'Occident. On a débuté maintenant, mais finalement, on est devant 100 partis politiques. On est devant des chefs de partis, sinon des partis d'opposition de niveau. Malgré tout ça, ils n'ont pu réellement faire aucun changement ou inciter ou obliger l'État ou obliger les dirigeants à céder au profit le minimum possible pour créer un champ d'entente entre ces formations politiques et ça. Le problème, c'est ça. Mais je veux que vous m'expliquiez pourquoi ces discours d'opposition n'arrivent pas à pénétrer au sein des masses populaires pour qu'ils puissent avoir gain de cause, avoir des alliés. Très bien. Pourquoi? Je ne ferai pas le même l'opposition, si elle attend à ce que l'État lui donne, l'État, il s'est avéré qu'il ne donne rien. L'opposition. Donc, comment l'opposition peut-elle avoir gain aujourd'hui? Je vous demande. Aujourd'hui, d'abord, le président de votre parti, Khan Hamidou Baba, celui de l'RFD, de Tawas ou de je ne sais pas, ils sont devant une désélection dont ils ont qualifié étant élection unilatérale. Tout à fait. D'accord, c'est comme ça que vous la qualifiez. Absolument. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour arrêter, pour bloquer ces Alors, très bien. Voilà. Alors, il y a deux choses. Oui. Dans une situation de politique comme celle-là, il y a un rapport de force à créer. Et aujourd'hui, le rapport de force n'est pas en faveur de l'opposition. Et j'étais en train de vous expliquer le pourquoi. C'est parce que s'il y avait simplement un parti politique en face d'un autre parti politique avec des moyens légaux égaux, n'est-ce pas? Chacun peut remporter de façon transparente. Si aujourd'hui il y a problème, c'est que il y a des partis politiques qui sont de l'opposition et il y a un parti qui est à l'intérieur de l'État, qui utilise les moyens de l'État, qui en réalité domine l'ensemble de la classe politique, parce que tout simplement l'évolution de nos mentalités n'est pas si avancée qu'en Occident ou que dans d'autres pays qu'on peut qualifier de démocratiques. C'est vrai que je disais tout à l'heure que la démocratie c'est un processus très lourd qui demande d'abord une certaine évolution des mentalités et des pratiques politiques. Le Mauritanien, de façon générale, n'a pas un engagement politique assez prononcé qui soit qui l'amène à consentir un certain nombre de sacrifices. Voilà. C'est lié d'abord à notre degré d'instruction. Nous sommes majoritairement un peuple analphabète. Ouais. Nos intellectuels sont très vite captés par le pouvoir, par la tentation, n'est-ce pas? Et donc, ils ont tendance à s'approcher du pouvoir, parce que le pouvoir, effectivement, leur offre des possibilités d'avoir un train de vie auquel ils ont toujours aspiré, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est ça qui fait que l'intelligentsia, la classe politique de façon générale, ou les acteurs politiques, ou les hommes politiques, les cadres, préfèrent se ranger du côté du pouvoir, donc s'inscrire dans le cadre du parti État. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, quand vous êtes ingénieur, quand vous êtes, je ne sais pas, quelle que soit votre qualification, si vous n'êtes pas dans le parti au pouvoir, vous n'avez pas de quoi manger. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez être directeur central d'un département, ne vous inscrivez pas à l'opposition. N'est-ce pas? Si vous vous inscrivez à l'opposition, vous mettez un point d'arrêt à votre carrière. Et ça, c'est un élément psychologique extrêmement important. Donc on est devant un embargo réel sur tout celui qui peut avoir une position
qui ne plaît pas à l'État, qui ne plaît pas au parti majeur, une position d'opposition, comme on dit. Ça, c'est une réalité. Cette pratique, c'était la pratique bien avant notre expérience démocratique, comme j'ai dit, et au courant de cette aussi pratique démocratique, comme on dit. Le premier exemple, par exemple, à travers lequel on essaye de déterminer les degrés de volonté, de relation et d'homogénéité entre l'élite de cette opposition et les masses populaires. C'est le problème de ce qu'on appelle le printemps arabe, par exemple. Je crois que vous vous rappelez. Oui. Bon, pendant ce printemps arabe, cette révolution qui est en quelque sorte discrètement appuyée aussi à travers certainement des pays extérieurs, tous ces trucs-là, ce printemps-là qui a pu renverser les pouvoirs le long de l'Afrique, du pays arabe, nous, on attendait un résultat. Nos politiciens se sont très vite manifestés en prenant le slogan de dégage. Mais ils ont sensibilisé les milliers de masses. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Avec une petite attaque de police et deux petits chiens, on en trouve plus que l'un d'eux. Où est cette position? Où est la détermination? Où est la volonté? Mais, mon cher ami, où est la volonté réelle pour un changement? Je pose le problème. Mais je vais vous répondre. Voilà, je vais vous répondre. Vous nous parlez... poser ces questions? Pourquoi poser ces questions? C'est pour pouvoir déterminer réellement le degré de volonté de cette opposition qui s'organise dans diverses formations, tantôt opposition, tantôt coordination, tantôt, je ne sais pas, avec plusieurs noms différents, et qui finalement n'a subi aucun changement. Mais je trouve, par exemple, j'ai une petite remarque à faire, et très rapide. Hier, nous nous sommes retrouvés devant quelques mouvements. Ce n'est plus parti. Nous, on est aujourd'hui devant deux mouvements. Je vais te demander, par exemple, DIRA. C'est un mouvement. Un mouvement qui n'est pas organisé. Et dans quelques jours, il a pu se créer, il a pu exister, il a pu avoir ses slogans, il a pu se manifester, il a pu défendre une certaine cause. Il y a des gens, un petit mouvement qui s'appelle Ne touche pas à ma nationalité, par exemple. C'est un mouvement. Mais il a pu exister au sein de la scène, il a pu exiger des solutions, mais nous sommes devant des très gros partis. Nous sommes devant des partis politiques de valeur qui ont occupé la place réellement de cette opposition. La deuxième puissance de ce pouvoir, le pouvoir c'est l'opposition, c'est l'État, c'est la majorité. Mais jusqu'à aujourd'hui, notre démocratie souffre de tous les problèmes. Oui. Ils ont des responsabilités, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État. Non, mais c'est sur le plan des responsabilités, à ce niveau-là. M'expliquer réellement. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ouais. En tout cas, j'essaye de l'expliquer d'abord à vous, mais également à nos auditeurs. Non, c'est aux auditeurs. D'accord. Le système politique dans notre pays, tel qu'il s'exerce maintenant, tel qu'il s'est toujours exercé, n'est pas favorable à l'émergence d'une démocratie réelle. C'est le système qu'il faut changer. Posez-vous la question. Permettez-moi de terminer. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma démonstration. Ouais. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait 200 partis politiques. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ces partis politiques puissent trouver un terrain d'expression véritable, que ces partis politiques puissent participer de façon loyale à la compétition électorale, que ces partis politiques puissent effectivement exprimer leur point de vue à travers les médias, à la fois publics et privés, que ces partis politiques puissent avoir le droit de manifester, etc., etc. Donc l'existence en tant que telle, c'est-à-dire avoir un récépissé du ministère de l'Intérieur, ne suffit pas. Si les partis politiques n'ont pas les moyens, ne sont pas reconnus, on ne permet pas de pouvoir exprimer leur projet de société. Et c'est autour d'un projet de société que les citoyens adhèrent. Je pense que l'opposition mauritanienne est une opposition assez vaillante, assez dynamique. Assez dynamique. Mais vous comprendrez, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que le pouvoir ne concède rien, pas d'espace. Maintenant encore, il y en a de plus en plus, grâce aux médias privés. Mais avant cela, comment un parti politique peut s'exprimer? Il n'y avait que les médias publics. Les médias publics sont verrouillés. Il faut des meetings. Et même ça, c'est au forceps. Parce que l'État fait tout pour qu'il n'y ait pas de meeting. N'est-ce pas? Oui. Toute la machine de l'État est au service d'un seul parti. Comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'il y ait une émergence, qu'il y ait un développement d'une démocratie véritable?
Pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait une pluralité d'opinions. D'où les partis politiques. Parce que chaque parti a une opinion, a un projet de société, a une volonté de gouverner. Et comment valoriser la liberté de... Je viens. Deuxièmement, dans une démocratie, l'élément fondamental, c'est l'alternance. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir des changements, que le peuple puisse choisir. Et dans la mentalité du Mauritanien, l'alternance n'existe pas. En tout cas, on n'a pas encore vu une alternance se passer démocratiquement en Mauritanie. Taya a fait 24 ans de pouvoir. Il y a eu la transition militaire, n'est-ce pas? Oui. L'espoir que nous avions, c'est avec Sidou Cheikh Abdoulaye. Il a été renversé par un coup d'État, n'est-ce pas? Ce qui est prohibé par la Constitution. Et depuis lors, nous sommes sous un régime militaire, même si par ailleurs, il y a cet habillement démocratique. Et je constate, vous constatez avec moi, le peuple mauritanien constate avec moi, que malgré l'inégalité d'un coup d'État contre un président démocratiquement élu, les forces politiques de façon générale, les hommes politiques, entre guillemets, parce que moi je ne considère pas qu'ils soient des hommes politiques, c'est des laudateurs. Ils se sont tous liés derrière Aziz, qui est en général... Ah là, vous êtes venu au point que vous êtes venu. Donc on se comprend très bien. Voilà, je vous le permets de... C'est pour ça m'expliquer pourquoi la démocratie n'a pas pu s'enraciner dans ce pays, parce que dans nos mentalités, dans les mentalités de nos dirigeants, l'alternance ne doit pas exister. Je suis président et je dois l'être à vie, jusqu'à ce qu'un autre vienne par la force m'enlever de là. Et ça a été tout le temps comme ça. Il y a eu le coup de 78, et depuis 78 jusqu'à Aziz, à l'exception de la période de Sidou Cheikh Abdoulaye, il n'y a eu qu'une succession de coups d'État. Et on ne peut pas instaurer une démocratie. Donc, on ne peut pas faire une alternance. Le premier exploit démocratique que nous avions pu avoir, c'était l'élection de Sidou Cheikh Abdoulaye, par exemple. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'était incontestable, même à l'échelon international. D'accord. Mais comme vous l'aviez bien remarqué, en ce temps, toute l'opposition s'est rangée derrière le coup d'État. Contre le premier exploit et le seul exploit à la démocratie de la Mauritanie. Là, vous faites... Donc, où voulez-vous en venir actuellement avec cette opposition d'aujourd'hui? Je veux corriger. Oui. Toute l'opposition ne s'est pas rangée derrière le coup d'État d'Aziz. Il y a eu effectivement une frange de l'opposition qui s'est rangée derrière lui pour des raisons politiques évidentes. Mais il y a une grande majorité de l'opposition qui ne s'est jamais rangée derrière Aziz. Vous vous rappelez bien du Front National pour la défense de la démocratie, le FNDD. Il y avait énormément de partis politiques là-dessus. Donc le coup d'État d'Aziz, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont allés... Les partis quand même, les partis de poids se sont tous arrangés. Pas tous, c'est ça, c'est le mot tous que je récuse. Moi je ne veux pas appeler par le nom, mais... Il y a énormément de partis politiques qui n'ont pas soutenu Aziz, qui n'ont pas soutenu son coup d'État. Les gens qui ont soutenu, moi je suis de ceux... Après l'accord de Dakar encore, permettez-moi de venir très rapidement, après l'accord de Dakar et les élections qui ont eu lieu, et toute cette crise-là dans laquelle ont intervenu les Occidentaux, les Américains et tout le monde, finalement on s'est trouvé devant des élections qui ont été reconnues officiellement par toute l'opposition en dépassant tous les stades. Mais mon cher ami, vous revenez dans la même logique que moi. Voilà. Alors, raisonnons par comparaison si vous voulez. Mais finalement... Je termine là. Voilà. Parce que la question que nous abordons est une question essentielle. Essentielle, voilà. Comment instaurer une démocratie en Mauritanie? Voilà. En réalité, c'est ça. Alors, il faut d'abord que les acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition, assument leurs responsabilités d'hommes politiques. C'est-à-dire des gens qui engagent l'avenir du pays sans compromission, sans rechercher, mais au service de l'intérêt général. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est la première condition. La deuxième, il faut que dans la tête des gouvernants, qu'ils comprennent que l'alternance est quelque chose de normal. On n'est pas président à vie. Personne n'est né pour mourir président. Personne n'est né pour mourir ministre. N'est-ce pas? Il faut donc que les gens acceptent qu'il y ait une alternance. Une alternance, c'est entre un pôle qui est au pouvoir et un pôle qui est à l'opposition. Et le peuple mauritanien a la possibilité, en toute indépendance,
de choisir entre 2 ou plusieurs candidats. C'est ça qui nous manque. Au cas où le pôle gérant est intransigeant à propos de ce problème, c'est-à-dire qu'il refuse catégoriquement qu'il y ait une alternance. Et comme je vous ai dit, ça fait depuis les années 78, on a la même succession des pouvoirs jusqu'à nos jours. Et au cours même de notre expérience démocratique depuis, comme vous aviez dit, 92 jusqu'à nos jours. Donc c'est toujours le même, il est intransigeant par exemple. Oui. Que peut faire le peuple mauritanien, l'opposition? Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, en cette situation? C'est très simple. Ce qu'on a proposé, c'est ce que tout le monde sait. Nous avons dit que nous devons nous inscrire dans une logique démocratique, c'est-à-dire dans un dialogue permanent entre l'opposition et le pouvoir, au moins pendant les échéances nationales, lors des élections, qu'elles soient de dimension locale ou de dimension nationale. Il ne peut pas y avoir rupture de dialogue entre les acteurs politiques d'un pays, même si c'est l'opposition et la majorité. Les gens doivent discuter, les gens doivent dialoguer, parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est pas comment gagner ou comment faire perdre, c'est comment inscrire une véritable démocratie en Mauritanie. Et quand une démocratie est instaurée en Mauritanie, ce n'est pas l'avantage du parti au pouvoir, ce n'est pas l'avantage de l'opposition, c'est l'avantage du peuple mauritanien de la nation, de vivre dans une situation de démocratie réelle. Donc en réalité, quand l'opposition demande un dialogue, bon, ceux qui sont là aujourd'hui, effectivement, les gens peuvent penser que c'est pour leur intérêt, mais en réalité, le dialogue, remettre la Mauritanie sur les rails du développement, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans démocratie, n'est-ce pas? Effectivement. Si nous devons nous développer, nous devons d'abord accepter que nous sommes tous Mauritaniens et que chacun de nous a une liberté de penser. Et que vous pouvez penser différemment de moi, mais cela ne fait pas de vous mon ennemi, ni encore moins moi votre ennemi. Les partis politiques doivent pouvoir compétir loyalement pour l'exercice du pouvoir. Et donc il faut que nous acceptons d'abord un jeu démocratique normal, que nous acceptons qu'il y ait des élections consensuelles, c'est-à-dire le consensus doit porter sur la manière dont doivent se dérouler les élections. Il y a des opérations préalables, par exemple. N'est-ce pas? Il y a des opérations préalables. Par exemple, il y a le recensement actuellement des Mauritaniens, ce qu'on appelle l'enrôlement. Ouais. Nous en sommes où? On a besoin de savoir où est-ce que nous en sommes. Parce que ceux qui sont enrôlés, ce sont ceux-là qui sont les électeurs. Nous avons besoin de savoir qui est enrôlé, qui n'est pas enrôlé. Mais également, et je vais commencer par là, les institutions de l'État, les institutions qui sont chargées de gérer le processus électoral, ces institutions doivent être des institutions consensuelles. Par exemple, la CENI, qui doit gérer le processus électoral du début jusqu'à la fin, doit être un organisme consensuel. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal qu'au sein de cette CENI... Mais ce n'est pas un organisme consensuel, la CENI? Pas du tout, pas du tout. N'était-elle pas le fruit d'un dialogue entre importante l'opposition et l'État? Vous êtes un observateur averti. Vous savez parfaitement bien. Mais elle n'était pas le résultat d'un consensus entre une grande frange de l'opposition. Vous la regardez aujourd'hui, elle est décriée par tout le monde, parce que lors des élections passées, elle a montré son aspect partiel et partial. Mais d'après ce qu'on a entendu lorsqu'on a fait appel au dialogue entre l'opposition et le pouvoir n'avait aucune, sinon la majorité, n'avait aucun inconvénient pour qu'il y ait des changements au niveau de la CENI. Si. Mais apparemment ce problème-là de dialogue, puisque des fois on dit non, on arrête, parce que nous actuellement on cherche à nous mettre d'accord sur les conditions du dialogue. Pour qu'on puisse rentrer dans le dialogue. Et tout ce truc-là, cet amalgame, il y a un dialogue. Il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. Il y a une scène politique, il y a des acteurs politiques, il y a des élections en perspective. Il faut donc que la classe politique, dans son ensemble, s'accorde sur l'ensemble des étapes du processus électoral. C'est tout à fait normal, ça. Et ça ne peut se faire qu'à travers un dialogue. C'est pour cela que l'opposition réclame un dialogue. Pour qu'ensemble nous soyons d'accord sur le processus électoral, comment ça va se faire. N'est-ce pas?
Comment ça va se faire? C'est d'abord... Je vais prendre une petite communication et on commence. Ben, je vous en prie. Si, je vais voir si j'ai des intervenants, bien sûr en français, je ne peux pas, sinon je serais tenu de traduire. Allô, oui. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك المواطن واللباء. مواطن، أهلا بك وسهلا. السيتويان واللباء. نعم. راني محييك ومحيي ضيفك ذاك ومحيي المهندس. ندري كانك فهمت اللي كان يندير كامل. بيان سير فهمت كامل والله. Donc félicitations. Ok. Vous avez une question à poser? J'ai une petite question. Allez-y, à votre disposition. Oui, comme que ton invité, peut-être il connaît mieux que moi la politique. Je vais le demander, est-ce qu'il a déjà vu dans l'histoire de la politique, dans tout le monde, qu'un président peut se présenter alors qu'il était parti pour mettre des chaînes ويعلن منها ترشحه. En pleine campagne, quoi, c'est ça? Ouais, non, mais je veux dire, un parti qui dit que c'est un parti politique, شاك عنده لجنة يلاقيها تعين ذاك اللي يترشح يسوى قاع مرشحته هو قال تعود بعد ذاك واقع للحزب. سيتو. شكرا. Il dit donc, il demande, est-ce qu'il est possible qu'un président déclare sa candidature au moment où il est en train d'inaugurer un projet, alors aussi que le parti qui est son parti, le parti qui le soutient est un candidat, ce n'était pas, que sa candidature n'émane pas des formations même de son parti majoritaire. Très bien. Donc ça c'est une question, je prends une autre communication parce que vous avez enregistré la question bien sûr. Donc nous allons prendre une autre de 2 à 3. Oui, oui. Donc, on continue. Si vous allez répondre juste avant de répondre à la question, je ne veux pas vous couper les fils d'idées. Vous pouvez donc continuer votre. Alors, je disais donc que pour installer la Mauritanie dans la démocratie, une démocratie véritable, il faut créer un consensus entre les acteurs politiques. Non pas pour plaire ou pour déplaire, non pas pour faire un cadeau à tel ou à tel. Non, c'est parce que le processus de développement, le processus de développement, à la fois économique, politique et social d'un pays requiert une concertation constante, un dialogue, un échange de points de vue, entre tous les acteurs, chacun a son point de vue, n'est-ce pas? Oui. Donc il faut créer un consensus, notamment autour des étapes cruciaux dans l'évolution de notre pays. Les élections, c'est important. C'est important parce que d'abord, c'est à travers les élections que l'alternance doit avoir lieu. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on accepte qu'on peut être battu lors des élections. Et que pour qu'on soit battu ou pour qu'on gagne, il faut que le peuple puisse avoir toute la latitude de choisir un programme, et non pas un homme, de choisir un programme. Qu'est-ce que le candidat, dans le cadre des élections présidentielles, a à proposer au peuple en termes de développement, en termes global, en matière de santé, en matière d'agriculture. Ça c'est très bien. Ça, il faut donc que chaque candidat, j'en viens, parce que c'est important, nous sommes aujourd'hui dans une pré-campagne. Aujourd'hui, il n'y a pas un candidat qui nous a sorti le début d'un programme pour lequel on peut voter pour lui. On nous parle des hommes, n'est-ce pas? Mais un homme, moi je ne vote pas pour un homme, je vote pour un programme. Et il faut que les hommes politiques comprennent et acceptent qu'ils ne peuvent prétendre à la magistrature suprême du pays que quand ils incarnent un programme, et non pas en fonction de leur propre personnalité, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'ils comprennent qu'une alternance, ce n'est pas un mal, c'est un bien pour un pays, c'est un bien pour une démocratie. N'est-ce pas? Il faut donc que nos hommes politiques acceptent de s'inscrire dans une logique d'alternance. Mais pour qu'il y ait alternance, et c'est là le rôle des partis. Je préfère qu'on ne reste pas tout le temps au sommet. Soit l'alternance, soit le parti d'opposition, soit le parti au pouvoir. Puisque nous sommes dans l'ancrage de la démocratie dans ce pays-là, il faut quand même donner les conditions minimales pour l'ancrage de cette démocratie. Et qu'est-ce qui explique que depuis qu'on
qu'on parle de démocratie, on ne l'a pas vu. On n'a pas encore vu de démocratie en Mauritanie. N'est-ce pas? On est dans une pré-campagne, pratiquement dans une campagne. Depuis un an, on est dans une campagne. Mais on n'a pas vu le début d'un programme. Le président Aziz se représente. Ibrahim Sarr est candidat. Birama est candidat. Et d'autres sont candidats. J'entends des noms, mais je ne vois pas de programme. Devant le peuple mauritanien, il faut que les gens aient l'habitude, il faut qu'on comprenne que le choix doit porter sur un programme et non sur un homme. Pour en revenir à la question que notre auditeur a posée, mais c'est une question fondamentale. Un parti, c'est un appareil, n'est-ce pas? C'est un parti qui doit investir, n'est-ce pas, dans des règles. Ce n'est pas un bureau de section, un bureau politique, n'est-ce pas, composé principalement de laudateurs, de soutien inconditionnel d'un homme, qui vont déclarer que cet homme est candidat, comme on a vu le cas tout récemment avec l'UPR. Mais il y a des sections de base, il y a un processus par lequel ça doit passer. Peut-être qu'au sein de l'UPR, il y a des hommes valables que l'UPR peut investir. Par exemple, si nous étions dans un jeu logique, dans un jeu normal de démocratie. N'est-ce pas? Bon, c'est leur affaire. Ils ont choisi d'investir le président Aziz. Quant au mode d'expression, c'est-à-dire le moyen qu'il choisit pour annoncer sa candidature, mais ça c'est à sa guise. Il peut le faire dans une conférence de presse, comme il peut le faire, comme il l'a fait cette fois-ci, à l'occasion d'un événement quelconque, annoncer qu'il est candidat. Très bien. En dehors, un peu loin de ce mécanisme réellement de démocratie, d'alternance, de pouvoir, de séparation de pouvoir, bien sûr, de toutes ces remarques que vous avez fait à ce propos, quelles sont les grandes problématiques quand votre parti veut vraiment se présenter étant candidat et dans le cadre de votre programme? Quelles sont les grandes problématiques de cette démocratie sur lesquelles vous allez vous baser? Mais je vais vous dire. Oui, les grandes problématiques, les grands défis de notre démocratie, en dehors, bien sûr, je vous dis très bien, du côté État, opposition, majorité. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, il y a près de 200 partis politiques en Mauritanie. Bon, il suffit d'aller au ministère de l'Intérieur d'avoir la récépissé. Mais ça ne participe pas à l'animation de la vie politique. Nous avons un parti qui s'appelle le Mouvement pour la Refondation. Il y a certains qui l'appellent un sabotage d'ailleurs du multipartisme. Très, très bien. Hein? Nous avons un parti qui s'appelle le Mouvement pour la Refondation. C'est-à-dire que nous estimons qu'il est urgent, qu'il est impératif de refonder les bases de l'État. Parce que depuis 51 ans que nous sommes indépendants, depuis 54 ans que nous sommes indépendants, nous en sommes encore sur le plan institutionnel. Nous en sommes encore au début. Nos institutions ne fonctionnent pas. Au stade O. Au stade pratiquement zéro. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les décisions, les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont pratiquement sur ordre. Alors que l'Assemblée a une autre mission que d'obéir aux injonctions du pouvoir exécutif. Nous avons une justice qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, qui elle aussi est sur ordre. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de démocratie. Tant qu'il n'y a pas cette séparation, donc il n'y a pas de séparation. J'en viens. C'était juste une ouverture que je voulais faire, mais j'en reviens un peu à la question que vous m'avez posée par rapport à notre parti. Donc pour nous pensons qu'il faut refonder les institutions de la République. Il faut refonder l'ensemble de notre système politique. Par exemple, nous avons une démocratie qui n'arrive pas à démarrer. Mais nous sommes un peuple varié et divers. Voilà. N'est-ce pas? Notre credo fondamental, c'est l'intégration nationale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les fils de ce pays-là, les Mauritaniens, doivent d'abord se sentir tous Mauritaniens, mais Mauritaniens égaux. Aujourd'hui, on parle des Haratim, on parle des rapatriés, on parle des Noirs, on parle de ceci ou de cela. Où est la cohésion nationale? Où est le dénominateur commun qui est d'être citoyen mauritanien sans autre particularité? Aujourd'hui,
Le système politique fait que chaque Mauritanien, parce qu'il est blessé dans ce qu'il est, revendique sa spécificité. Et on ne peut pas consolider l'unité nationale si chaque parti, si chaque groupe revendique sa particularité. Donc nous voulons une Mauritanie unie, où l'ensemble des Mauritaniens se sentent d'abord Mauritaniens. Mais pour cela, il faut s'attaquer au problème. Très bien. Dans ce cadre, avant de s'éloigner de ce problème, quelle est votre vision en matière culturelle pour homogénéiser un tout petit peu la société? Vous ne remarquez pas aujourd'hui qu'entre trois Mauritaniens, il faut un traducteur en quelque sorte? Mais oui, et pourtant, après 54 ans d'indépendance... exactement votre vision j'en viens. Ouais. J'en viens. Ouais. Pendant de longues années, nous avons été colonisés près de 100 ans à peu près. Le coloniseur nous a légué sa langue et une partie de sa culture. Parce que quand nous partions à l'école, vous et moi, on parlait français. Donc on a hérité un peu de la culture française. À partir des années 70, nous avons éprouvé le besoin, la nécessité de retrouver nos propres valeurs, qui ne sont pas des valeurs coloniales, mais qui sont des valeurs nationales. Et c'est pour cette raison que les pouvoirs publics de l'époque ont recherché un Mauritanien d'un type nouveau. C'est en ce moment que nous avons commencé à parler de notre culture. Et nous avons une culture. Nous avons une culture arabe. Nous avons une culture africaine parce que nous avons une composante négro-africaine. Moi, je suis Halpulaar. N'est-ce pas? J'ai une civilisation, j'ai une culture, j'ai une langue. J'ai des racines arabes d'ailleurs. N'est-ce pas? Je ne suis pas de racines arabes. Je suis de racines négro-africaines. Je suis Halpulaar. Donc, j'ai une langue qui véhicule une culture. Vous êtes arabe. Vous vous exprimez en arabe. Vous véhiculez une culture. Et nous sommes tous deux des Mauritaniens. Donc, il faut faire de sorte que vous et moi, que chacun de nous puisse préserver sa culture. Et c'est là où il y a eu le choc. Quand on a parlé d'arabisation en Mauritanie, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va banaliser toutes les autres cultures et on va mettre en avant la culture arabe parce que c'est la culture, disons, majoritaire. Mais en termes de culture, ce n'est pas la quantité. Non, c'est le contenu, c'est la qualité qui compte. Et que moi, en tant que Halpulaar, j'ai besoin de valoriser ma culture, j'ai besoin de me retrouver dans ma civilisation et quelle que soit ma mauritanité, je ne serai plus jamais. Mais l'arabe, c'est la culture de tous. Non, pas du tout. Halpulaar aussi bien que des berbères, aussi bien que des Sarajas. C'est là l'erreur. Hein? L'arabe. Mais les Halpulaar avaient l'islam bien avant le français. Alors là, c'est différent. Entre l'arabe et l'islam, il y a un océan. Mais l'islam, c'est une culture. Mais ne mélangeons pas tout. Nous avons la religion musulmane, n'est-ce pas, qui est exprimée dans le Coran, donc qui s'écrit en caractère arabe, n'est-ce pas? Je suis musulman, donc je lis le Coran, mais ça ne fait pas de moi un arabe, ça fait de moi un musulman. Et on peut être musulman sans être arabe. Je suis Halpulaar, je parle pulaar, je véhicule une culture. Je veux que cette culture ait toute sa place dans mon pays. Donc, ce qui pose problème aujourd'hui, ce qui porte atteinte à l'unité nationale, c'est que on considère ce qu'on appelle les langues minoritaires doivent être des langues secondaires. Mon propos n'est pas de maintenir le français dans nos institutions. Le français est une langue étrangère, au même titre que toutes les autres langues étrangères. Mais le pulaar n'est pas une langue étrangère. Donc, le hassaniya n'est pas une langue étrangère. Docteur, on risque de vraiment, on a encore besoin de beaucoup de vos interventions. C'était très clair, vous avez vraiment pu enrichir ce débat de façon extraordinaire. Il ne s'agit pas d'un débat, vous êtes seul sur le plateau. Malheureusement, le temps réservé à cette édition est terminé, mais encore je vais essayer d'agir contre notre technicien pour vous donner 2 minutes pour adresser un message à nos auditeurs. Bon, je réitère mes remerciements
pour cette fois, mais aussi pour les fois passées, pas pour moi seulement, mais pour tous ceux qui passent à Radio Koboni pour exprimer un point de vue. Pour le reste, je ne m'adresse pas seulement à nos auditeurs, mais je m'adresse au pouvoir public. Aujourd'hui, ils ont la responsabilité et de gérer l'avenir de ce pays-là. C'est une énorme responsabilité. C'est l'histoire qui va les juger. Aujourd'hui, les Mauritaniens de façon générale ont besoin de sérénité. Nous avons besoin de nous retrouver en tant que Mauritaniens, en tant que frères, en tant qu'appartenant à une nation, pour construire un pays moderne, un pays démocratique. Et ceux qui aujourd'hui ont la chance de diriger ce pays-là, je demande à ce qu'ils ne perdent pas de vue cet aspect-là et qu'ils ne s'attachent pas au quotidien, à l'immédiat, mais qu'ils pensent à l'avenir de ce pays-là. Nous sommes des Mauritaniens et nous n'avons que la Mauritanie comme pays. Nous devons faire de sorte que ce pays se développe. Nous devons faire de sorte que nous soyons tous à l'aise dans ce pays-là. À partir de là maintenant, chacun là où il est, retrouvera sa place et son identité. Voilà. Donc, très chers auditeurs, vous étiez avec monsieur docteur Djao Abdoulaye, docteur en droit public et professeur à l'université de Nouakchott, chargé de mission du président du MPR. Merci bien sûr pour son intervention aussi riche qu'on a voulu continuer en réalité. Donc merci pour tous ceux qui nous ont écoutés sur les antennes de la radio de Koubeni émettant de Nouakchott. Et mes remerciements encore aux techniciens Abdallahi Oulal Atiq et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette émission, de notre émission hebdomadaire bien sûr, Beina Qawsayn. Merci et au revoir à tous.